Bonjour Nicolas Despraz. Despraz. Alors, Despraz. Alors, déjà, ça commence. On ne prononce pas le Z en Suisse. Alors, moi, j'avais un ami, d'ailleurs, on va lui rendre hommage. Figurez-vous que le meilleur spécialiste du vin en France était suisse, justement. On va parler de la Suisse. Alors, Michel, je voulais lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés, pendant cet hiver. C'était un monsieur qui avait 97 ans. Il est mort un verre à la main au restaurant. Et voilà, et donc je voulais commencer cette émission par un hommage parce que personne ne savait que ce grand collectionneur de châteaux, de belles cylindrées, je vous laisse interpréter dans le sens que vous souhaiterez les belles cylindrées, et surtout grand amateur de vin, meilleur spécialiste du vin sans doute en France, cofondateur du Guide Hachette, eh bien nous a quittés très dignement. Et quel choc le jour où j'ai appris que le meilleur d'entre nous était suisse. Et c'est pas étonnant particulièrement parce que c'est un des premiers points au niveau culturel, puisqu'on parle d'art de vivre ici dans cette émission. D'ailleurs, premièrement, merci de m'avoir invité, Salza. Et deuxièmement, il faut savoir que la première communauté expatriée France, donc la plus grande diaspora française, se trouve en Suisse. Et inversement, c'est-à-dire que la plus grande diaspora suisse se trouve en France. Ah oui. Et ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas. De même qu'un autre élément dont j'avais parlé dans une conférence que j'avais fait à Annecy, justement, sur la France et la Suisse, c'est que la Suisse est le deuxième investisseur, alors que nous sommes, entre guillemets, que la 20e économie mondiale. Donc, c'est pas non plus les États-Unis ou la Chine, quoi. Et en termes d'entreprise, en termes, dans le terroir français, la Suisse est le deuxième investisseur étranger. Ah, fort bien. On peut pas se passer les uns des autres, Nicolas Despraz. Mais les gens ne savent pas en fait ces choses-là, et c'est parce que c'est des choses assez discrètes, et donc c'est important de remettre en disant qu'il y a des liens extrêmement étroits. Ouais. Alors bon, Nicolas, vous êtes journaliste, donc suisse, spécialiste de politique, développement et de géopolitique. Donc vous étiez à l'université de Lausanne. Vous aimez les documentaires, les reportages, vous aimez le terrain, vous aimez la radio aussi, me dites-vous. Et voilà. Et aujourd'hui, vous venez avec découplage et désenclavement géopolitique de la Suisse. Alors ça, c'est le sous-titre. Géopolitique de la Suisse au XXIe siècle. Nous parler de la Suisse. Et moi, si je vous ai prié, c'est parce que cette Suisse, on a l'impression de la connaître et on la connaît pas si bien que ça. Alors moi, la première. Mais la question aussi. Ça, c'est la première raison pour laquelle je vous ai invité. Et la seconde, alors la deuxième, parce qu'il y en a de multiples tout de même, mais en tout cas la deuxième, c'est, on va tenter de répondre à la question, la Suisse est-elle peut-être un modèle pour la France, car je crois que la Suisse aussi, d'une certaine manière, ne se porte pas très bien, mais que la Suisse a peut-être quand même quelques leçons à nous donner. C'est ce que l'on verra, et on ne va pas répondre à la question en un mot, sinon l'émission est terminée avant même d'avoir commencé. Donc on va faire un bon tour d'horizon. Henri Dès, qu'on a entendu, c'est le printemps, n'est-ce pas, était suisse ? Bien entendu. Et bien entendu. C'est une institution pour les enfants de la génération 80-90 comme moi. C'était une institution. Il tournait dans toutes les salles de village. Et quand on était gamin, entre 5 et 10 ans, on avait tous des albums sur les vieilles radios avec les premiers CD, justement les CD-ROM, donc qui avaient remplacé les vinyles, bien entendu, et les cassettes. Donc les cassettes commencent à être remplacées par les CD, qui sera remplacé par le MP3. Et moi, je me souviens très bien, étant enfant, à l'école primaire, d'avoir été non seulement avec ma classe, mais également avec ma famille, voir des concerts d'Henri Dès en live, mais c'était il y a bientôt 25 ou 30 ans, quoi. Ah ouais. Et c'était une institution. Tous les enfants suisses, les petits-enfants suisses de ma génération connaissent Henri Dès. On pourrait recommander d'ailleurs aux auditeurs, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, de refaire écouter ce genre de chansons aux enfants, c'est bon pour eux en fait. C'est gai, c'est joyeux, et plutôt que de leur faire écouter parfois des musiques, et ça je trouve ça très triste, d'adultes avant l'heure. Et ça c'est dommage aussi même pour leur cerveau en fait. C'est parce que ces chansons sont vraiment très adaptées pour les enfants, pour leur développement. Voilà, c'est le printemps. J'espère qu'on va avoir pas seulement des mauvaises nouvelles, Nicolas Despraz. Voilà.
parce que vous faites le tour de la question avec des spécialistes. Donc, vous êtes allé voir divers spécialistes suisses dans leur domaine, donc dans le domaine des ressources du territoire. D'ailleurs, on en parlera aussi. Vous avez sur pour moi, le grand sujet actuellement, c'est l'agriculture. Et bon, ça fait partie des ressources aussi. Et justement, vous vous êtes intéressé récemment à cette question en faisant un reportage là-bas, dans ces magnifiques Alpes suisses. Voilà. Vous êtes intéressé évidemment aux relations internationales, à la diplomatie, à la culture. Et puis, on expliquera qu'est-ce que c'est que découplage et désenclavement. Désenclavement, on a un peu plus d'idées, mais découplage, je dois dire que le titre du livre est assez obscur, pour en tout cas le commun des mortels. Donc, on va essayer vous allez essayer de définir, cela. Tout d'abord, on va parler, avant de parler de politique, d'économie, on peut parler de géographie, parce que ce qui définit, à mon sens, la Suisse, c'est cette géographie. Et si on pense à ce petit dessin animé que nous, en France, on voyait beaucoup, qui était Heidi, voilà, au pays des montagnes, on imagine la Suisse, ses montagnes, son côté verdoyant, ses petits chalets, sa croix suisse magnifique, son bon lait, ses bons fromages, voilà. Et puis, les affaires, le monde de la finance de l'autre. Alors déjà, la géographie, moi je n'avais pas réalisé qu'en fait il y avait autant de montagnes, que les Alpes mangeaient autant finalement la Suisse. Donc déjà, si on veut parler de géopolitique à un moment donné, on va déjà parler de géographie. Qu'en pensez-vous, Nicolas ? Tout à fait. La Suisse a une géographie tout à fait particulière. Les Alpes, donc le massif alpin, donc du Mont Blanc, donc la fin du massif du Mont Blanc, c'est le début des Alpes en Suisse. La frontière se fait avec le massif du Mont Blanc, qui est du côté de la Savoie, jusque vers le Tyrol. Avant le Tyrol, donc c'est la fin de la Suisse. Les Alpes représentent 60% du territoire. Donc 60% du territoire sont pris par des Alpes ou des vallées alpines, c'est-à-dire soit le sud des Alpes, soit le nord des Alpes, et surtout les vallées, que ce soit la vallée du Rhin ou la vallée du Rhône, qui prennent leur source au centre de la Suisse, dans le massif qu'on appelle le massif du Gothard. C'est marrant que les deux fleuves les plus structurants d'Europe de l'Ouest, le Rhin et le Rhône, avec la Loire, parce que la Loire est franco-française, mais le Rhin et le Rhône prennent leur source quasiment au même endroit. Cependant, il y en a une partie de l'eau qui part d'un côté à l'est et après qui remonte en Allemagne, une autre partie qui part à l'ouest et qui descend le lac Léman pour arriver après en France. Donc la Suisse a cette particulier, et la Suisse est structurée autour d'une région qu'on appelle le plateau. Et le plateau est cette région, alors qui porte très mal son nom parce que ce n'est pas plat, mais le plateau qui ressemble un peu, si vous voulez comparer un peu à l'arrière-pays normand en France. Le plateau suisse au niveau donc avec plein de collines, c'est cette région où se sont inscrits justement les différentes cités suisses qui font un grand marché et qui sont séparées par justement le Rhône et le Rhin, ça on l'a déjà dit, les Alpes au sud et le Jura au nord et à l'ouest, et c'est ce plateau un peu en diagonale qui va donc du coup de la cité-État de Genève jusqu'à l'arrière-pays zurichois, fait un peu ce marché, ce grand marché transversal suisse par lesquels justement non seulement est située une grande majorité de la population vit sur cette région-là, une grande partie de l'agriculture s'y fait aussi, et une grande partie de l'activité économique et industrielle, les montagnes étant plus une région qui s'est développée notamment grâce au tourisme, mais on en reparlera certainement. Alors, si on peut dire, c'est 60%. 60%, c'est le massif alpin. Voilà. Alors, on dirait force ou faiblesse, atout ou handicap, finalement ? Alors, c'est un handicap historiquement d'un point de vue du développement. Si je reprends le début du développement moderne européen, donc avec les grandes découvertes, le début des marchés transnationaux avec les colonies et compagnie, donc toute cette période de la Renaissance et de l'ère pré-industrielle, la Suisse était un pays sous-développé d'Europe de l'Ouest, une région sous-développée parce qu'elle était justement enclavée. Donc par ces alpins. Donc il n'y avait pas, contrairement à la France, contrairement à l'Allemagne, contrairement aux Pays-Bas, à l'Italie, il n'y avait pas d'accès, ou même, et le pays symbole de ce développement, en plus de la France, évidemment la Grande-Bretagne, qui avait plein d'accès à la mer, plein d'accès aux océans et pouvait partir. La Suisse n'avait pas ça. Et en plus,
comble de l'horreur, j'ai envie de dire, dans ce modèle de développement-là, c'est qu'il n'y avait pas non plus de ressources naturelles. C'est-à-dire qu'à part effectivement l'eau, les châteaux d'eau de l'Europe, il n'y a pas de ressources naturelles. L'agriculture est assez difficile à cause de l'altitude. Il n'y a pas de grandes mines de certaines ressources. Le développement de la population est très difficile. On en a fait un atout, non seulement un atout d'un point de vue symbolique, au niveau de notre culture, qui est reconnue dans le monde entier, mais également un atout simplement de défense. C'est-à-dire que quand on a un pays comme ça, il y a ce qu'on appelle le réduit national, et la stratégie du réduit national, notamment qui a été mise en place concrètement durant la Seconde Guerre mondiale, face aux nazis, c'est de dire que c'est un territoire qui est tellement difficile au niveau du terrain qu'il est imprenable. Il est imprenable pour une armée étrangère. Il n'est pas imprenable théoriquement, mais en fait dans la pratique oui, parce que on va y laisser énormément de plumes. Non seulement il y a des rivières à franchir, des fleuves à franchir, des collines, des tunnels, des routes, et en fait quand on a une armée, alors aujourd'hui c'est différent parce qu'on en reparlera, les armées du XXIe siècle ne sont plus les mêmes, mais quand on parle des armées du XXe siècle, après la moitié du XXe siècle, avec donc les chars, les armées au sol, les infanteries, en fait c'est quasiment imprenable au final pour pas grand chose. Et donc quelque part, oui c'est une difficulté et voilà, un problème pour certains domaines, mais c'est un atout dans un certain autre. Et ce qui garantit notre indépendance. Oui, et aussi le fait de ne pas avoir beaucoup de ressources protège. Quand il n'y a rien à voler, en général, les voleurs ne viennent pas. C'est un peu... C'est une leçon, on peut en tirer les leçons que l'on veut, mais enfin, en tout cas... C'est vrai que, par exemple, pour un pays comme la France, pourquoi est-ce que des peuples d'Europe ont voulu, depuis 2000 ans, s'installer et conquérir la France par la noce? C'est parce que c'est un pays extraordinaire en termes de ressources naturelles, en termes de paysages. C'est le grenier de l'Europe de l'Ouest. Les gens le savent très bien. La Suisse, c'est pas du tout le cas. Et... mine de rien, aujourd'hui, la ressource en termes de territoire, alors on en parlera, il y a évidemment le tourisme alpin, mais c'est surtout son emplacement stratégique au cœur de l'Europe, comme une espèce de grand carrefour qui a été aménagé par notre peuple. Et ce grand carrefour aménagé a apporté énormément de richesses, de reconnaissance, mais également un statut, on va dire, particulier. C'est ce qui la rend si unique. Ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'image s'est renversée, la problématique s'est renversée, c'est-à-dire de pays pauvres qui a vraiment du mal à se développer, au point de ne pas être envahi, ou en tout cas de repousser naturellement ses agresseurs, pas seulement de par la géographie, mais de par sa pauvreté, tout simplement. Et de par ses militaires. Ah oui, puis évidemment les fameux Suisses, alors on en parlera, on en dira un mot, qui sont au sommet qui ont pendant pendant 3 siècles qui ont servi notamment aussi comme mercenaires les rois de France. Mais bien sûr, les rois de France, et bien sûr, et puis qui se sont fait mettre en pièces, pour Louis XVI et Marie-Antoinette, quasiment jusqu'au dernier. Donc bref, mais puis les Suisses du Vatican, etc. Donc qui sont donc c'est ça, c'est le côté peut-être montagnard, le côté un peu âpre, dur au mal, dur au mal, et puis courageux, voilà. Mais comment ça s'est retourné, et aujourd'hui, on a toujours cette image d'Épinal, malheureusement, que vous risquez de peut-être un peu égratigner au fil de l'émission. C'est devenu l'Eldorado, c'est-à-dire on se dit, oh là là, c'est-à-dire de pays pauvres et peu désirables, c'est devenu l'endroit de la réussite, de la richesse, du bon vivre, etc. Aussi bien par le développement financier, aussi que par ce côté montagnard et ce développement du tourisme. Voilà, c'est comme chez nous, moi, par exemple, en Provence, où aujourd'hui, ça fait rêver tous les bobos, les milliardaires, les jolies bassines, les châteaux, le vin, etc. Mais en fait, il n'y avait pas plus âpre que ces zones. C'était la guerre de l'eau. Les gens étaient très rudes aussi. Du point de vue des ressources, tout était très compliqué. Donc, vous voyez, cette image d'Épinal, elle a été artificielle, et aussi parce que la vie est plus facile aussi. Mais voilà, mais en fait, en Suisse, on voit, c'est amusant de voir comment la médaille, les deux faces de la médaille, et comment la médaille finalement s'est retournée aujourd'hui, en fait.
Oui, ben, alors la date la plus importante, il y a deux dates très importantes dans ce retournement, 1815 et 1848. Hein. Alors, je vais vous contrarier, mais j'aimerais juste, pour qu'on comprenne un peu comment la Suisse s'est Oui. formée, qu'on revienne un petit peu en avant. Est-ce qu'on peut dire que la première date importante de la Suisse en tant que pays, c'est 1291 avec le premier acte Oui. constitutionnel suisse? Oui, alors en fait, ça c'est. Il faut faire attention. Ça, c'est la Suisse, on va dire, un peu préhistorique, si on peut permettre. Donc, c'est un peu la proto-Suisse, on peut l'appeler comme ça. Donc, 1291, 1291, comme on dit en France, à l'époque, donc jusqu'à cette date-là, les vallées suisses, en tout cas, étaient sous la coupe depuis quelques siècles des Habsbourg. Donc du Saint-Empire romain germanique. On était en plein milieu, hein, entre le Vatican, la romanité et les Germains au nord, on était pile au milieu. Donc on était pile dans ce Saint-Empire romain germanique, à part quelques cités-États indépendantes. Et les trois vallées alpines, hein, donc Uri, Schwyz et Unterwald, qui sont autour du lac des quatre cantons, puisqu'il y a le canton de Lucerne, hein, la belle ville de Lucerne, comme on la connaît, qui rejoindra après, un peu plus tard, un siècle plus tard, cette alliance, se sont en fait soulevés contre l'autorité des Habsbourg. Mais attention, ils se sont soulevés pour être indépendants tout en restant au sein du Saint-Empire romain germanique. C'est ça qui est important de comprendre. Et c'est à la suite des guerres napoléoniennes, justement, à la suite des guerres napoléoniennes, que en 1815, avec le traité de Vienne, la Suisse va avoir une vraie indépendance et sortir du Saint-Empire romain germanique pour devenir un État à part entière. À l'époque, la Suisse est constituée comme un État, mais à l'intérieur du Saint-Empire. Donc ça, c'est 1291. Et c'est ce 1er août, c'est la date de notre fête nationale, comme le 14 juillet en France, le 1er août en Suisse. C'est justement cette date fondatrice pour laquelle les premières vallées ont déclaré leur indépendance dans le cadre de l'Empire, bien entendu. Hein. Ah oui, ouais, ouais. Alors ensuite, donc on va un petit peu plus loin pour comprendre sa construction, son développement. Ce qui est intéressant, c'est peut-être... Moi, il y a une date que j'aime bien qui correspond à celle de la France, qui est l'édit de Nantes, qui permet de comprendre les mouvements entre les deux pays et un certain développement. 1685. Et donc, c'est cette date qui... voit peut-être l'éclosion, alors ça vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, d'une certaine forme de créativité, de savoir-faire, de par l'exclusion d'un certain nombre de personnes venant de France vers un pays protestant comme la Suisse. C'est ultra... D'ailleurs, on en parle dans le livre, hein, certainement on a vu ça, c'est ultra structurant. Alors là, je sais que pour les gens de Radio Courtoisie, qui sont notamment catholiques, ça va pas forcément plaire, mais c'est important de relater les éléments historiques. Au XVIe siècle, il y a deux réformateurs en Suisse, Calvin à Genève pour les Suisses romans, donc les Suisses francophones, et Zwingli à Zurich pour les Suisses allemands, germanophones, qui vont justement amener une forme de protestantisme en Suisse, donc qui va se développer. La Suisse est donc un pays à moite-moite, hein. C'est un pays où il y a autant de catholiques que de protestants, oui. Mais les grands centres urbains sont protestants. C'est les régions rurales qui sont restées catholiques. Les régions d'éleveurs, d'agriculteurs, assez proches de l'église, sont restées traditionnelles dans l'église catholique, on va dire. Et c'est là que vont justement, petite parenthèse très rapide, c'est là justement dans ces cantons-là catholiques que sont piochés les gardes suisses qui vont au Vatican, parce que du coup ils sont restés dans la tradition catholique, mais dans les grands centres urbains qui voulaient accéder à une certaine modernité économique, notamment pour le commerce, le côté financier, etc., ils ont adopté assez vite le protestantisme. Donc justement, à Genève et à Zurich, qui sont les deux grands pôles économiques de la Suisse, la capitale diplomatique, enfin politique est Berne, la capitale de la Confédération, mais les deux grands centres urbains et démographiques et économiques, financiers, sont Zurich et Genève pour la Suisse francophone et la Suisse germanophone. Cette parenthèse étant faite, ces réformateurs ont donc apporté le fait que la Suisse était un pays qui du coup était tolérant par rapport aux protestants. Et en 1685, donc 85 en Suisse, mais 85 chez vous, Louis XIV a donc réformé l'édit de Nantes, qui a donc mis les protestants en difficulté en France, et donc un certain nombre de persécutions, et ils ont trouvé refuge alors dans différents pays, hein, les Provinces-Unies qui deviendront les Pays-Bas bien entendu, mais également en Suisse qui était qu'un pays frontalier et qui accueillait. Et en fait, ces gens-là travaillaient dans beaucoup de domaines qui sont aujourd'hui devenus des cartes de visite de la Suisse, notamment plusieurs, l'horlogerie, Voilà.
L'horlogerie, bien entendu, donc les montres suisses, ça vient en partie des gens du Jura ou de certains massifs alpins ou autres français qui travaillent dans les montres et qui ont ajouté en plus, parce qu'on en développait un petit peu, mais pas beaucoup. Et ça, toute l'horlogerie suisse, les montres suisses est venue en partie de ça, de cet exode des protestants. L'aspect bancaire et financier, puisque les protestants touchaient évidemment à la finance qui était interdit, notamment l'usure aux catholiques, et donc c'est pour ça que jusqu'à la Révolution française, et donc du coup, ces populations ont trouvé refuge en Suisse, qui a développé encore plus l'aspect commerçant et marchand. Et dernier élément, on l'oublie beaucoup, vous en avez parlé en début d'émission, l'œnologie et la viticulture, puisque beaucoup des protestants travaillaient dans le domaine de la viticulture, notamment dans le sud-ouest de la France, entre Bordeaux et Perpignan, voilà, dans le midi de la France. Et donc, dans ce sud-ouest, ces personnes-là, d'ailleurs, une partie de ma famille, pas l'entièreté, mais une partie de ma famille, justement, est originaire de cette région-là, du sud-ouest de la France, des Pyrénées, et sont installés depuis 4 siècles. Donc, une partie de ma famille est depuis 4 siècles en Suisse. Ça va, je suis pas un immigré de première génération. 4 Suisses, ça a fait souche, on dit, mais ma famille, donc une partie de ma famille, a fait souche et venait justement de ce milieu-là et ont apporté un certain nombre de savoirs techniques, de savoirs artisanaux qui ont été développés dans la richesse de la culture française et qui ont fait souche en Suisse, ce qui a permis un développement non seulement d'entreprises, mais également de liens commerçants et marchands. Alors, c'est quand même, on peut être fiers, nous les Français, de se dire qu'on a apporté l'innovation et le développement en Suisse et que finalement, les deux pays sont très frères, quoi. On est mêlés les uns et les autres, en fait. On est presque des franco-suisses, si on entend tout ce que vous dites, parce qu'il y a autant d'immigration que des migrations, en fait. Enfin, ça va vraiment dans les deux sens, en fait. Alors, depuis les 20 dernières années... Dans l'histoire. Dans l'histoire, oui. Dans l'histoire, très clairement, on a eu des échanges, on a dit justement des mercenaires qui sont venus, notamment lorsqu'il y a eu les conflits entre le duc de Bourgogne et le roi de France. La Suisse a permis au roi de France de prendre en tenaille, parce que la Bourgogne était située justement entre les domaines du roi, au centre de la France, Paris, Orléans, tout ça, et la Suisse qui était située à l'est de la Bourgogne. Et en fait, la raclée que les troupes suisses ont mis au duc de Bourgogne a permis son affaiblissement, à tel point que le roi de France a pu prendre finalement le dessus avec on va dire ce baron assez turbulent, et a pu lui permettre d'affermir encore plus son pouvoir dans cette région de la France. Ce qui fait que les échanges, entre guillemets, non seulement de mercenaires, de personnes, mais aussi de bons procédés, moi je veux dire, pour moi, contrairement à d'autres pays, la France n'a jamais voulu la mort de la Suisse. Et donc, en fait, même si un pays n'a pas d'amis, ça en fait un allié naturel, quelque part. Et on le voit encore aujourd'hui avec les échanges. Et effectivement, voilà, depuis 20 ans, le nombre de réfugiés politiques ou fiscaux français qui viennent s'installer en Suisse pour différentes raisons est monstrueux. On l'a vu, moi je l'ai vu à titre personnel, dans les derniers bureaux de vote lors de la dernière élection présidentielle française, avec les Suisses de l'étranger qui votaient, enfin les Français de l'étranger qui votaient, les bureaux, toute la journée, ça n'a pas débranché. En Suisse, ils étaient remplis. Parce qu'on en trouve des dizaines, des centaines de milliers de Français dans un tout petit territoire. Mais aujourd'hui, à tel point pour vous dire que culturellement, certaines professions, certains milieux professionnels sont à majorité française dans certaines villes suisses. Par exemple ? Le domaine hospitalier. Ah oui. Alors qu'il manque de médecins et d'infirmières en France, mais simplement parce que ils touchent 4 fois le SMIC. Ouais, ils sont mieux payés, bien sûr. Ils touchent 4 fois le SMIC pour le même travail. Ouais. Donc moi je les comprends qui viennent, et puis c'est des secteurs dans lesquels on en a besoin parce qu'on a une démographie assez faible dans alors oui, ça on va en parler parce qu'on va parler aussi des faiblesses de exactement. Suisse. Mais pour vous dire, il y a des centaines de milliers de personnes. Moi-même j'ai des amis qui sont implantés depuis plusieurs années en Suisse, qui travaillent, qui sont parfaitement intégrés. L'avantage c'est qu'on partage la même langue, donc quelque part c'est une facilité, et qui travaillent, qui apportent de la richesse, mais qui sont français, qui ont fait leurs écoles, et c'est une perte sèche pour l'économie française qui en fait forme des artisans. On rêve tous de partir en Suisse, qui forment tous ils former des ingénieurs, des écoles, des très bonnes formations. Encore, il y en a encore en France, contrairement à ce qu'on dit, des très bonnes formations et qui sont récupérées par la Suisse, qui leur offre des conditions cadres extraordinaires. Oui, mais bien sûr, mais parce qu'on peut faire toutes les formations, toutes les études qu'on veut en France, on ne sera jamais payé à la hauteur de ce que l'on mérite. Voilà.
Donc c'est vrai que depuis la crise de l'euro, donc depuis début 2000, et justement l'entrée de la France dans l'Union européenne, puis après dans l'euro, ça vous avez d'excellents spécialistes qui passent sur cette radio, qui font partie de mes amis notamment. Justement, depuis cette période-là, on voit une très claire augmentation de l'immigration française, mais qui pose problème également chez nous. Parce que, Alors je crois que les Suisses ne voient pas forcément, surtout dans les zones frontalières, d'un très bon œil cette immigration française. Parce qu'en fait, c'est simplement dû au fait qu'elle est particulièrement sectaire. Quand vous avez par exemple 10 à 20% d'une communauté si vous avez 10 à 20% d'une communauté dans un secteur professionnel, ça ne pose pas problème. Parce que, entre guillemets, c'est une petite... Quand vous avez plus de 50% d'une communauté professionnelle dans un secteur, elle aura tendance à privilégier des comportements ou des habitudes culturelles ou des types d'engagement. On l'a très remarqué. Par exemple, aujourd'hui, on a des cadres français qui sont dans des entreprises ou des secteurs d'État en Suisse qui privilégient le recrutement de coreligionnaires. Et donc, du coup, ça dessert... On est comme ça, nous. Oui. Et donc, du coup, ça dessert des Suisses qui voudraient travailler chez eux. En fait, oui, ils travaillent dans leur pays. Oui. Et donc, du coup, quelque part, la problématique, on pourrait dire, oui, mais alors, du coup, certaines communautés en France, elles recrutent que de leur communauté. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre... La population d'immigration a toujours le même comportement qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Donc, d'ailleurs, c'est pas être ni xénophobe, ni raciste, ni quoi que ce soit, puisque nous-mêmes, effectivement, on peut constater qu'on fonctionne de la même manière que toutes les communautés. Enfin, c'est humain. C'est pour ça qu'en général, il faut un quota. Exactement. Et donc, du coup, quand c'est 5 à 20% de la population, ça pose pas problème. Quand c'est des secteurs où c'est plus de 50%, il y a une forme de communautarisme qui s'installe et quelque part, c'est logique. Et donc, du coup, voilà. Mais en même temps, on a tellement besoin de main-d'œuvre vu la puissance de nos secteurs économiques et que la main-d'œuvre française a l'avantage d'avoir la même culture chrétienne de base, d'être formée. Et de parler la même langue et d'avoir un haut niveau d'études, que du coup, c'est très pratique. Alors, en fait, donc très vite, alors aussi, on n'a pas parlé des soyeux aussi, parce que dans l'immigration française au moment des Nantes, oui, il y a aussi les Lyonnais. Ouais. Les Lyonnais également qui sont venus, qui ont remonté la vallée du Rhône et qui sont installés ici aussi. Ouais, et donc ça c'est intéressant aussi sur le développement des soyeux aussi, aussi et donc là la Suisse pour entrer dans une phase de développement donc n'a jamais après lâché la recherche et a cherché toujours à aller de l'avant pour ne jamais retourner à sa pauvreté originelle. C'est ça tout l'enjeu et ce qui a fait sa richesse jusqu'à récemment. La grande date, pour finir avec ces points historiques pour que les gens comprennent, la dernière grande date, c'est 1848, le printemps des peuples. En 1847, il y a une guerre civile en Suisse. Alors, c'est une guerre civile suisse, il y a moins de 100 morts. Ça reste une guerre civile suisse, ça reste une guerre civile de gentils garçons, mais donc de diplomates, mais il y a moins de 100 morts, mais il y a une guerre civile entre les cantons catholiques et les cantons protestants. Et pour refaire concorde, pour refaire confédération, pour trouver une unité au sein de ces cantons qui sont des fois très différents, qui ont une religion différente, majoritaire, qui ont une langue différente, il faut trouver un projet de concorde. Il y a un visionnaire qui s'appelle Alfred Escher. Et Alfred Escher, c'est un Zurichois, la bourgeoisie zurichoise, qui va avoir une idée extraordinaire, qui va dire, en fait, il faut un projet commun. Donc la Suisse, c'est un pays de projet, d'innovation, de projet, donc de construction. Et il va avoir, et ça c'est l'aspect culturel qu'on sous-estime beaucoup chez les Suisses, c'est le côté, on s'en fiche qu'on n'ait pas la même langue, on s'en fiche qu'on n'ait pas la même religion, machin, etc. L'important c'est qu'on soit tous sur le même projet. Et il a un projet extraordinaire, il dit, on va trouer les Alpes et on va relier les Alpes du Sud aux Alpes du Nord avec des tunnels. Qui est un projet complètement pharaonique avec les moyens de l'époque. Je vous rappelle, on est au milieu du 19e siècle. On n'est pas avec les techniques actuelles. Aujourd'hui, on a fait des nouveaux tunnels ultra technologiques, beaucoup plus longs, etc. Mais il faut voir les moyens de l'époque. Et donc, il va trouver ce qu'on appelle le tunnel du Gothard, qui va permettre de relier l'Italie à l'Allemagne, justement, en passant par le Tessin et la Suisse allemande. Et en fait, ce projet pharaonique va avoir des conséquences incroyables. Parce que pour faire des voies de chemin de fer en Suisse,
Donc il faut des ingénieurs, il faut des financements, parce que on a parlé avec sa géographie, hein, c'est justement quelque part c'est un hasard heureux de la géographie, c'est qu'il ne faut pas juste des ouvriers qui posent des rails, et puis c'est tout. Il faut beaucoup d'ouvrages d'art. Beaucoup, des viaducs, des tunnels, des ponts, voilà. Donc il faut tout ce savoir-faire-là. Et pour faire ça, il faut quoi? Il faut 2 éléments. Il faut des ingénieurs et il faut de la thune. Il faut des sous pour financer ce projet-là. Et donc ça va développer quoi? En quelques années, Alfred Escher et ses équipes vont fonder 2 choses. Le Crédit Suisse, le Crédit Suisse qui donc date de ces années-là, mais qui donc va tenir jusqu'à 2023. Du début 2023. Et deuxième élément, il faut des écoles d'ingénieurs pour former les architectes, les ingénieurs qui vont faire tous ces ouvrages d'art et participer à ça, en plus de l'aspect mécanique qu'il y avait à l'époque. Et il va fonder quoi? Les PFZ et les PFL, qui sont aujourd'hui les 2 écoles techniques les plus renommées et les plus innovantes du continent. Je mets l'Angleterre et Harvard et Oxford pas Harvard aux États-Unis, Oxford et Cambridge, voilà. Excusez-moi. Oxford et Cambridge en Grande-Bretagne, qui sont aussi très très compétitifs de ce point de vue-là. Ouais. Mais les 2 écoles d'ingénieurs les plus compétitives du continent, de l'Europe continentale, sont en Suisse, à Zurich et à Lausanne. Les PFZ et les PFL, la Haute École Polytechnique Fédérale de Lausanne et de Zurich. Et donc du coup, ça va être fondé pour faire ça. Et donc quand ce projet existent toujours. Et elles existent toujours. Elles sont aujourd'hui, ça forme des startups dans plein de domaines, hein, c'est-à-dire non seulement la nutrition, la biologie, le cerveau, les sciences dures, le nucléaire. Voilà, c'est un centre d'innovation extraordinaire que j'ai eu l'occasion de fréquenter pendant plusieurs années, à côté pendant mes études sur le campus universitaire, et que je continue à défendre. Et c'est cette richesse-là aujourd'hui qui fait la Suisse, en plus de l'aspect bancaire. Et donc les principales richesses de la Suisse, qui sont des richesses issues donc du cerveau, ce ne sont pas des richesses naturelles, sont issues de ce projet de relier les différents points de la Suisse avec le réseau ferroviaire. Et cette magie-là a créé justement depuis 1848 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914, ce qu'on appelle le premier âge d'or. Parce qu'en même temps, s'est développée la diplomatie. Et la diplomatie à cause de quoi? La diplomatie de la neutralité. Et cette diplomatie de la neutralité, de cette recherche de la paix, des ONG, justement des accords et tout, est née justement à cette époque-là. Et donc ce premier âge d'or a déterminé à quoi la Suisse va ressembler après au XXe siècle. Le XXe siècle étant une toute autre paire de manches, on va dire. Ouais. Alors, cette volonté farouche d'indépendance et de neutralité qui commence, où puise-t-elle sa source, et comment et quels sont ses fondements à l'époque, et après on annoncera les mauvaises nouvelles. Malheureusement, on commencera à annoncer des mauvaises nouvelles, mais on va quand même rester dans le positif aussi, parce que je veux vraiment qu'on parle des entrepreneurs suisses, qu'on parle de quelques spécialités, etc. Ça, j'y tiens beaucoup, hein. Mais qui font partie de l'image d'Épinal, mais qui sont aussi encore une réalité. Ça, je voudrais qu'on le montre, qu'on ne reste pas que dans le négatif. Mais effectivement, il y a un peu péril en la demeure. Donc cette neutralité. Moi, quand on me dit la Suisse, je vous ai posé la question, Nicolas, il y a quelques jours, et je vous ai demandé si je vous dis la Suisse, donnez-moi deux adjectifs, enfin 2 mots qui viennent à l'esprit. Alors moi, vous m'avez répondu, et ça ne m'a rien dit du tout, en tant que Française en fait. Et c'est pas du tout des choses qui me seraient venues à l'esprit. Et puis moi, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Neutralité, quoi. Enfin, vous voyez, en tant que Française. Et on n'a pas du coup la même réaction entre son pays et vu de l'intérieur. En plus, vous travaillez dessus, et moi qui suis très extérieure. Voilà, donc parlons de cette neutralité suisse que je pense tout le monde connaît, qui est connue pour son indépendance, sa neutralité, et ensuite ce côté sûr, solide, notamment et secret, avec ce fameux secret bancaire qui faisait aussi la réputation de la Suisse, et quand vous voyez cette sorte de bloc de granit d'assurance en fait, pour tous en fait, pour nous tous, pour l'Europe. Alors la neutralité est liée à un empire particulier, c'est la puissance dominante de l'époque, c'est l'Empire britannique. En fait, l'Empire britannique est traumatisé par Napoléon.
par le risque justement d'un continent uni autour d'une superpuissance, ce qui se reproduira un siècle plus tard avec le nazisme et Adolf Hitler, mais elle est traumatisée par Napoléon en disant si le continent est uni face à nous, on risque d'y passer. Et les Britanniques aussi sont très jaloux de leur indépendance. Et à l'époque, c'est la puissance dominante. Et les Britanniques vont passer une alliance de circonstances avec la Confédération. Ce qui va apporter une grande partie d'industrialisation aussi, parce que l'Angleterre est très avancée, la Grande-Bretagne est très avancée dans l'industrialisation, et la Suisse va profiter en devenant un sous-traitant de l'Empire britannique au XIXe siècle. Notamment, voilà, on en reparlera. Et donc du coup, la condition sine qua non pour que la Suisse ait son indépendance pleine et entière à partir du traité de Vienne de 1815, c'est cette neutralité qui rentre à ce moment-là dans les textes. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'Empire britannique de planter un clou au centre de l'Europe et d'empêcher concrètement l'unification autour d'une même superpuissance, comme voulait le faire Napoléon, de l'Italie, de l'Allemagne et de la France, qui signerait la fin de la domination britannique sur le continent. Et donc du coup, cette alliance entre les Britanniques qui aiment bien l'aspect démocratique des Suisses, justement, parce que faut pas oublier que les Britanniques ont fait leur révolution à un siècle avant la France, d'un point de vue démocratique. Alors, c'est à la britannique, hein, ouais, les Anglais sont ce qu'ils sont, mais voilà. Et donc, du coup, ils ont vu que les barons anglais et les nobles anglais sont les premiers à faire du tourisme, à visiter d'autres pays parce qu'ils ont dans les moyens, à cause de la richesse, vont être passionnés, vont être pris de passion pour les Alpes suisses au cours du 19e siècle. Ils vont y mettre des sanitariums, ils vont visiter, ça va créer des stations de Zermatt, ça va créer des stations de Davos, de Crans-Montana, d'Arosa, et de toutes ces stations, on va mettre justement, les touristes britanniques vont y loger dans des hôtels de luxe, donc ça va développer tout le secteur de l'hôtellerie et du tourisme de luxe qu'il y a en Suisse, mais également l'aspect diplomatique, sachant que les Britanniques de l'ère victorienne commence son déclin, mais est encore la superpuissance mondiale à cette époque-là. Ce n'est pas encore les États-Unis, ce n'est plus la France des rois et de Napoléon. Hein. La France est devenue un pays entre guillemets secondaire à partir de cette époque-là. Et donc du coup, la Suisse va jouer dessus en accueillant les riches Anglais, les riches barons qui vont non seulement amener de l'industrie, du tourisme, mais également des finances. Et cette neutralité quelque part, claire, hein, on n'est pas un dominion britannique, mais c'est une alliance de circonstances entre un pays qui est jaloux de son indépendance, la Suisse, et un pays qui veut garder une mainmise sur le continent, sur l'aspect continental, en ayant cette plaque tournante au centre de l'Europe que sont les Britanniques. Ouais. Donc, ça c'est d'accord. Alors, ça bon, donc, d'accord. La neutralité maintenant. La neutralité, c'est justement depuis 1515, Marignan, la Suisse ne veut plus s'impliquer dans les conflits extérieurs. Et donc du coup, comme elle ne veut plus s'impliquer dans les conflits extérieurs, elle dit une chose très simple, nous, en cas de conflit entre des puissances en Europe et aujourd'hui dans le monde, nous restons neutres et nous déterminons. Et cette neutralité, aujourd'hui, et on va en parler puisque voilà, on a fini de présenter les éléments, cette neutralité structurelle qui est à la base de l'identité nationale du pays est attaquée depuis plusieurs décennies par les États-Unis d'Amérique et le camp occidental particulièrement. Alors, si ça avait été une attaque de par les Chinois ou de par les Russes ou n'importe qui, j'aurais dit ça. En l'occurrence, cette neutralité est attaquée aujourd'hui par les forces de l'OTAN et particulièrement Washington. Alors oui, c'est l'OTAN hein, qui fait perdre, qui est le talon d'Achille finalement aujourd'hui de la souveraineté suisse, mais comme elle est le nôtre. Qui nous a coûté les Rafales. Qui nous a coûté les Rafales exactement pour les F-35. Pour les F-35. Hein, voilà. Donc on est bien d'accord. Donc on a la même problématique finalement. De ce point de vue-là, oui. Et c'est pour ça que, pour la Suisse, je le dis tout de suite, et c'est ma thèse depuis le début, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce livre en France pour le public francophone, notamment les Français. J'y tiens. Une France souveraine, indépendante, en dehors de l'aspect américain, donc la France du général de Gaulle, quelque part, ou la France des rois de France, si on remonte à l'époque, est un atout structurel pour la Suisse, et est un allié naturel. Et l'inverse est vrai. L'inverse est vrai, c'est-à-dire que pour une France qui voudrait retrouver sa souveraineté, sa culture, et donc retrouver être de nouveau la France, la Suisse est un allié structurel pour plein de raisons. Et quelque part, pourquoi ? Parce qu'il y a une connivence d'intérêts entre les deux.
Est-ce que c'est ma thèse. Oui, oui, non, mais votre thèse, effectivement, quand vous interrogez, parce que donc on va rappeler le titre du livre, Découplage et désenclavement, donc aux éditions Perspectives Libres, vous interrogez un certain nombre de personnalités suisses très spécialisées dans leur domaine, et sur cette partie, vous interrogez Arnaud d'Otézac. Oui, le grand Arnaud d'Otézac, qui a enseigné dans beaucoup de très hautes écoles et qui a la particularité d'avoir la double nationalité franco-suisse. Voilà. Et vous dites très bien, vous lui posez une question, etc. Et vous lui dites que les Américains, et vous m'avez enlevé les mots de la bouche d'ailleurs, ont la faculté de créer des sino-américains, des franco-américains, des italo-américains, des américano-suisses. Et en l'occurrence, oui, des américano-suisses et puis de plus en plus de franco-américains. Mais oui, ça vraiment, c'est tout un chapitre du livre sur lequel il faut se pencher, quoi. On l'a vu avec la mort du secret bancaire, vous en avez parlé. Mort du secret bancaire, c'est les Américains. Oui, mais alors de quoi je me mêle? Parce qu'en fait, si vous voulez, le problème, c'est que du coup, l'indépendance suisse, la Suisse n'entre pas dans l'Europe. Pour rester neutre et indépendante, elle n'est pas dans l'Europe, mais de fait, elle est entrée dans sa mécanique avec l'OTAN, en fait. Et avec la Cour européenne des droits de l'homme. Oui. Donc, et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le droit des juges, le gouvernement des juges, en fait. Donc, est-ce que la Suisse aujourd'hui est consciente de sa perte de souveraineté? Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, je dirais que dans mon pays, il y a... ça dépend des cantons de nouveau, mais dans les grandes régions urbaines, je dirais qu'il y a entre peut-être 10 à 15% des gens qui ont conscience de certain nombre de ces problèmes. Mais la grande majorité ne le voit pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore touché directement le porte-monnaie. Ça commence, mais ça n'a pas touché. Vu que la plupart des gens aujourd'hui en Suisse ne s'intéressent qu'à leur porte-monnaie. Ah oui, dommage. Est-ce qu'on n'est pas patriote en Suisse? Extrêmement, mais d'un point de vue culturel. Le patriotisme économique est quelque chose d'extrêmement mal vu dans un certain nombre de milieux, parce que la Suisse a besoin du libre-échange pour pouvoir exporter des produits à très très haute valeur ajoutée. Mais par contre, au niveau symbolique, la Suisse est encore patriote, particulièrement dans les régions rurales. Alors moi, en ville, je me suis rendu compte, j'étais allée faire un reportage en Suisse il y a quelques années, et puis tout simplement, et puis j'avais un confrère avec moi, et on parlait, et vraiment on faisait une remarque tout à fait anodine, mais vraiment anodine, qui aurait pu être perçue comme une critique sur la Suisse, mais c'était anodin. Bon. Et là, on a un Suisse qui nous est tombé dessus. Et c'était un scandale. Oui. Alors nous, les Français, on a pris des volets de bois vert. C'est très pointilleux. Et c'est très tatillon. C'est très tatillon. Oh là là, oui, le Suisse, c'est tatillon. C'est tatillon. C'est très tatillon. C'est chatouilleux. Hein. C'est tatillon, mais par contre, dans les faits, structurellement, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que oui, au niveau des symboles, c'est très difficile de s'attaquer à certains symboles de la nation. Une partie de la gauche woke en Suisse, donc d'origine étrangère en grande partie, ou alors les fils et les filles de la bourgeoisie, un peu comme ce que vous pouvez trouver à Paris, à Lyon ou à Marseille, hein, sur ça il n'y a pas de différence là-dessus, ouais. Aimerait s'attaquer à un certain nombre de ces symboles-là, mais n'est pas encore majoritaire en Suisse et n'y arrive pas. Mais une partie de la gauche s'attelle justement à détruire un certain nombre de ces symboles. Ah ouais. Oui, vous dites il y a plus souveraineté dans la politique étrangère depuis 1997. Voilà, quand le patron de l'OTAN, donc ça c'est votre intervenant dans le livre qui dit, donc Arnaud d'Otézac, quand le patron de l'OTAN rappelle fermement à la Suisse qu'elle doit appliquer la politique étrangère américaine, c'est fou quand même, hein, c'est parce que nous avons signé le partenariat pour la paix. Tout à fait. C'est un engagement contractuel, donc c'est un traité. Non, ou c'est un traité, ou c'est un engagement contractuel, donc c'est incroyable. Si ce n'est pas un traité, il ne pourrait rien dire. La neutralité suisse n'est même plus une image, c'est un fantôme, un souvenir, c'est factice. Oui, mais Et cela passe encore car les gens ne sont pas informés. Et le rôle des représentants du peuple, c'est aussi de l'informer. Et donc, effectivement, les Suisses vivent dans l'inconscience alors.
de leur sort actuel. Et totalement, mais c'est caché. Mais justement, parce que vous avez dit qu'ils sont tatillons, mais vous pensez bien que cette population tatillonne était au courant des vrais éléments, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Aussi en partie, il y a plusieurs raisons, mais en partie pour celle-ci. Vous pensez bien qu'ils seraient outrés. Et il y aurait justement, parce que l'avantage des Suisses, c'est qu'on peut faire des référendums et on peut faire des initiatives. Donc il y aurait des éléments qui seront mis là-dessus. Donc tout ça est mis sous le tapis, il est caché, notamment justement cette votation, cette mise en pli de ces choses. Vous savez quand elle a été votée ? Quelques jours après le 11 septembre 2001. Ah. En partie en 2001. Ce nombre de choses qui ont été inscrites dans la Constitution. Et donc du coup, ça s'est pas vu. Il y avait personne parce que tout le monde était occupé à faire autre chose. Et il y avait 3 parlementaires sous la coupole fédérale, quoi. Donc des magouilles, il y en a tout le temps. Et la poigne de l'oncle américain se fait de plus en plus forte sur la Suisse, d'où la couverture que vous pouvez voir effectivement. L'aigle impérial dévore le drapeau suisse. Oui, parce que depuis les années 2000 et depuis justement cette séparation nette, parce que quand les Américains voulaient l'Imperium Mundi, la Suisse c'est un pays parmi d'autres. C'était pas très grave. À partir du moment où les Américains ont dit les Chinois c'est mort, les Russes, il y a Poutine qui est arrivé, ça va devenir très compliqué, les pays arabo-musulmans c'est de plus en plus compliqué, etc. Donc depuis ce tournant de 2001 où les États-Unis ont renoncé à l'Imperium Mundi, ils sont restés les numéros 1, mais ils ont renoncé à avoir le monde entier américain. Ils se sont radicalisés sur un certain nombre de peuples qui étaient déjà plus proches culturellement, dont les Européens, la France en sait quelque chose, mais aussi les Suisses. Ouais. C'est incroyable. Alors la gangrène américaine, c'est la gangrène des esprits aussi. Je crois que vous avez aussi une américanisation des esprits, un peu comme chez nous, avec une pénétration des produits, de l'industrie. Alors nous, on, par exemple, on résiste au Coca-Cola avec le Brest Cola, l'Auvergne Cola, tout ce que vous voulez, qui sont amusants, qui sont sympathiques. Pourquoi pas maintenant, on fait des génétiques, même en France ou en Europe, etc. Mais enfin bon, je dirais que finalement, on pourrait consommer un verre de vin rouge plutôt qu'un verre de Coca-Cola. Ce ne sera pas pire pour la santé, bien au contraire. Donc, je pense que voilà, il y a une américanisation des esprits. Est-ce c'est la même gangrène en Suisse ? Oui. À des degrés différents, mais c'est à peu près équivalent de ce qu'on peut trouver dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de grosses différences, à ceci près que justement les résistances, on va dire, se font sur d'autres produits par rapport à la France ou à l'Allemagne ou autre chose, parce que chaque pays a ses particularités et a des choses qui résistent plus que d'autres. Mais si on prend de manière générale, le professeur à l'Université de Genève, Laurent Tournès, le dit très très bien. Là-dessus, justement, professeur français qui enseigne en Suisse de nouveau. Voilà, il y a beaucoup de gros esprits, de grands esprits français qui enseignent ou qui ont fait souche en Suisse ou que des entreprises en Suisse. Et justement, que j'ai eu l'occasion de le dire. Donc, il n'y a pas que des Suisses romans dans ce livre. On y trouve également des Français et des Suisses allemands. Alors là, je vais m'aventurer sur un terrain qui n'est pas du tout le mien, c'est-à-dire le système bancaire voilà cette partie très plus économique mais bancaire. Donc j'aimerais aussi connaître l'ingérence américaine sur le système bancaire si réputé, donc suisse, puisque, vous le dites dans le livre aussi, les États-Unis seraient à l'origine notamment de la dégradation, mais aussi de la faillite de plusieurs banques suisses, et aussi de la remise en cause de ce système bancaire. Alors on a parlé tout à l'heure du secret, ça fait partie des problèmes. Mais Crédit Suisse Le Crédit Suisse a été flingué par les Américains, alors que je l'ai dit, l'importance que ça avait dans le développement de la nationalité suisse, de l'identité économique de la Suisse. Le Crédit Suisse, avant l'UBS, l'Union des banques suisses, le Crédit Suisse était la première banque originale suisse qui était vraiment... Et elle s'est, par facilité, par manque de vision stratégique, elle s'est énormément investie sur le marché américain. Et donc, du coup, comme les Américains ont menacé à plusieurs reprises de fermer ils ont mis des amendes énormes au Crédit Suisse. Et du coup, ça leur a fait perdre des sous, mais en plus, ça leur a forcé à prendre des... Il y a une double erreur. Il y a une pression américaine d'un côté et il y a une mauvaise gestion interne de l'autre. On peut aussi être autocritique par rapport à ça. Mais le Crédit Suisse, par rapport à d'autres établissements bancaires suisses, plus spécialisés ou alors présents sur d'autres marchés, l'UBS est très présent en Asie, ce qui fait qu'ils ont beaucoup mieux résisté.
le Crédit Suisse était très implanté sur le marché américain. Et le marché américain pour la Suisse est le deuxième marché de partenaires extérieurs, donc d'exportation, d'importation, après l'Union européenne. Et en fait, cette double emprise donc de l'Union européenne d'un côté au niveau des normes et au niveau de la bien-pensance et des Américains au niveau de la prédation économique fait que ça rend le contexte qui était idyllique avant des entreprises suisses aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus compliqué. Les Chinois n'étant que le troisième marché. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience, une volonté du système bancaire suisse de redresser la barre et de reprendre... C'est simple, c'est qu'à un moment donné, là, il y a une intervention directe du politique. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, sur les banques systémiques en Suisse, donc le Crédit Suisse, le Crédit Suisse, qui a donc fusionné avec UBS, et aujourd'hui UBS, elles sont directement impliquées dans le politique. En tout cas au niveau des grandes banques systémiques. Les banques cantonales, qui sont les autres grands acteurs, sont déjà impliquées, mais au niveau justement de leur canton, de leur région. La Banque cantonale de Genève, la Banque cantonale de Zurich, la Banque cantonale vaudoise, sont déjà intégrées au niveau du tissu économique de leur région, et c'est parmi les banques les plus sûres au monde, parce qu'elles sont liées au tissu économique des cantons. Mais les grandes banques systémiques, donc Feu Crédit Suisse et l'UBS, aujourd'hui sont directement parties liées avec la Confédération, tellement ce serait une catastrophe. Une respiration, on se retrouve dans quelques secondes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Alors toujours avec Nicolas Desprats, découplage et désenclavement géopolitique de la Suisse au XXIe siècle. La Suisse peut-elle répondre aux problématiques françaises aussi à travers son système politique, sa fameuse démocratie suisse? C'est la question à laquelle on pourrait peut-être répondre maintenant, même si par goût, j'aimerais beaucoup plus aller vers les secteurs de l'économie suisse. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas le temps de répondre à cette question. Sa constitution, qui pouvait faire rêver à un certain moment, sa démocratie directe. Alors nous, quand on parle de démocratie, bien sûr, l'homme du commun pensera toujours à une sorte de démocratie, la démocratie vertueuse grecque, qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec la démocratie, vous la dite démocratie que nous vivons aujourd'hui. J'aimerais que vous définissiez cette démocratie suisse et puis ce fameux système de vote qui n'est pas le nôtre et qui, je dois le dire souvent, fait rêver. Et on entend de plus en plus d'ailleurs de Français parler du modèle suisse qui pourrait répondre à nos blocages et à notre absence de démocratie grecque justement en France. Je vais répondre rapidement, comme ça on aura le temps de parler d'autres sujets, donc je vais le faire vraiment en quelques minutes très rapides. Premièrement, non, la Suisse n'est pas un modèle pour la France. La France est un modèle pour la France. La France a été un modèle pour le monde, donc elle a largement de ressources en termes de savoir-faire, en termes d'histoire, en termes de culture, pour développer un modèle de la France au XXIe siècle. Elle n'a absolument pas besoin de la Suisse. Est-ce que la Suisse peut être un point d'appui, un allié de circonstances ou une inspiration dans certains domaines? Bien sûr, mais je tiens à dire tout de suite, le modèle suisse ne peut pas s'appliquer en France, de même que le modèle français ne peut pas s'appliquer en Suisse, pour une simple raison, c'est que la richesse et la puissance du système français, notamment depuis la royauté du XIIe et du XIIIe siècle, s'est fait autour de la centralisation, et la Suisse est un pays décentralisé. Donc il y a déjà une différence fondamentale, structurelle, qui est inscrite dans les gènes. Donc déjà, c'est pas possible. Deuxièmement, pour répondre très rapidement, comme je l'ai dit, le système démocratique suisse est un système de démocratie semi-directe. C'est pas une démocratie directe parce qu'il y a quand même des représentants et une forme de mandat. Par contre, elle est semi-directe dans le sens où, dans la grande majorité des cas, la population, le peuple a le dernier mot. C'est-à-dire que le peuple n'a pas le temps de tout piloter. La démocratie en Suisse se fait, donc évidemment, comme chez vous, la votation tous les 4 ou 5 ans pour les représentants législatifs, à différents niveaux, etc. Mais le cycle de votation en Suisse se fait avec 4 votations. On vote 4 fois au niveau national dans l'année sur des objets, beaucoup d'objets de société ou des objets, on va dire, fiscaux, économiques, des choses comme ça. Et c'est donc 4 votations, mars, mai, juin,
septembre, la rentrée, et puis novembre, avant les bilans de fin d'année, etc. Et donc, c'est les 4 cycles de votation sur lesquels le peuple suisse est amené à s'exprimer par rapport à des points soulevés par le Parlement ou d'initiatives qui ont été déposées, qui ont recueilli suffisamment de signatures, c'est-à-dire au moins 1% du corps électoral. Ouais. Donc pour nous, pas d'inspiration. Donc après, c'est décevant. Mais si, mais ça peut pas être autre chose que certains points d'inspiration. La mise en place, la structure doivent être totalement différentes parce que ces pays n'ont absolument pas la même. Déjà, la taille n'est pas la même. Oui, bien sûr. Il y a 10 fois plus de personnes en France qu'en Suisse. Alors vous n'êtes pas 10 millions. On se dit que vers l'horizon 2050... Oh, largement avant avec l'immigration de masse qu'on a. On est actuellement quasiment à... Justement, on va parler de la démographie. On est quasiment à 9 millions. On est quasiment à 9 millions d'habitants. Donc, alors, vous avez 2 problèmes en Suisse. Le vieillissement, c'est ça, j'ai bien compris. Et un problème de renouvellement de la population qui se renouvelle par immigration et non pas par naissance. Totalement. Donc, voilà, il y a un vrai problème démographique avec une fécondité ultra basse. De 0,6 points en dessous du seuil de renouvellement, avec des mères parmi les plus âgées d'Europe. Donc, sans doute dû peut-être au niveau d'études ou... La culture de manière générale, la décadence de l'Occident, c'est pour tout le monde. C'est pas parce qu'on a un pays qui est à une certaine forme d'indépendance qu'on n'est pas sujet aux décadences anthropologiques de l'Occident. Ce que vous dites aussi, ce qui ressort des entretiens de ce livre, c'est que peut-être que la Suisse va plus s'urbaniser, c'est-à-dire qu'on va devenir plus urbain et que ce sont les Alpes, peu à peu, qui vont se désertifier de par ce vieillissement de la population. Mais ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas et la Suisse est un pays ultra dense. 50%, on l'a dit en début de l'émission, 50% du territoire est inhabitable. Inhabitable. Donc déjà que c'est un petit pays, mais il y a 50% qui est inhabitable. C'est-à-dire que c'est soit des rivières ou des lacs, on ne peut pas construire dessus, soit des glaciers, des falaises, des rochers, des montagnes. Donc on peut construire dans le fond des vallées, ou on peut construire des chalets, quelque chose comme ça, mais c'est quelques pourcents de ce territoire-là. Et donc, du coup, on construit un peu dans les Alpes, mais 50% du territoire est inhabitable. Ce qui fait qu'une population de 10 millions d'habitants bientôt se retrouve sur 50% d'un territoire qui est plus petit que la Bourgogne. Ah oui. Donc, c'est ultra dense. On a la densité de la Belgique ou des Pays-Bas. Ah oui. C'est très simple, vous ne pouvez pas vous perdre en Suisse la nuit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un point, à part si vous êtes perdu au fin fond de la montagne. Mais je parle dans les régions, on va dire, habitables. Il n'y a pas, vous ne pouvez pas faire 5 km sans tomber sur un village ou sur un hameau. C'est pas comme la France où on peut se balader dans la campagne française pendant 20 ou 30 km sans croiser personne. En Suisse, c'est impossible. C'est ultra dense et ça se densifie encore. On oublie ça. Alors, quand vous parlez de l'immigration... effectivement, il y a un ratio défavorable parce qu'il y a toujours beaucoup d'émigration et toujours beaucoup d'immigration en Suisse. Le phénomène continue. Oui. Et puis l'augmentation de la population se fait uniquement par immigration. Donc c'est dramatique. Alors, cette immigration, elle est différente de la nôtre, tout de même. Elle est extrêmement européenne. Voilà. C'est-à-dire que, évidemment, avec la crise de l'euro, qui est une crise permanente, c'est une saloperie qu'il faut se voilà, je m'en fiche. Il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser, voilà. Mais ça, je pense que tous les gens qui réfléchissent un minimum sont d'accord. Et d'ailleurs, vous avez bientôt les élections européennes. Amis français, votez ce que vous voulez, mais votez au moins pour des partis qui proposent de faire quelque chose au niveau de l'euro. C'est pour votre bien, je vous conjure. Un peu sortir de l'euro, voire prendre du champ avec l'Europe. Exactement. Et ceux qui vous disent le contraire, je ne vais pas vous donner des instructions de vote, chers auditeurs. C'est une catastrophe. Voilà. Mais si vous votez pour eux, vous continuerez à voter pour que ça empire. Voilà, exactement. Et puis qu'on finisse par disparaître tout bonnement. Donc soyez conscients de vos votes, voilà. Mais ça a quels que soient les jolis visages et tous les selfies qu'on peut faire. Bon, c'est QFD, Nicolas Duprat, je vous rends la parole. Mais c'est une conséquence du coup directe pour l'immigration en Suisse. Et comme du coup la Suisse n'est pas dans l'euro, elle profite indirectement de cette crise. Indirectement parce que certains de nos partenaires, donc si nos partenaires s'affaiblissent, c'est pas forcément bon pour nous. Mais d'un point de vue de la main-d'œuvre qualifiée, ultra qualifiée, ou des richesses, ou des gens qui veulent planquer leur argent, ou de plein d'éléments possibles, où on a déjà parlé, on a beaucoup d'immigration qui vient d'Allemagne, de France, d'Italie, des pays des Balkans, de la péninsule ibérique, et donc des gens qui sont culturellement encore des Européens. Et plutôt très qualifiés.
Qualifiés ou très qualifiés. Alors, Qualifiés. Moitié-moitié. Je dirais qu'il y a moitié d'immigration assez peu qualifiée et moitié d'immigration très qualifiée. Ouais. Ça dépend des besoins. Hein. On a aussi des métiers en Suisse où il y a moins besoin d'immigration qualifiée et on a besoin de gens qui fassent le travail. Et donc, du coup, c'est pas forcément. Alors, autre point faible, c'est l'agriculture, l'alimentation. Parce que dans les éléments de la souveraineté, il y a quand même le fait de pouvoir être autonome, notamment en nourriture. Là, elle a toujours produit peu de nourriture, la Suisse, donc toujours de par sa géographie. Donc ça, on en est bien de nourriture humaine, j'entends, donc de par sa géographie, donc terre peu abondante, etc. Et des surfaces agricoles peu nombreuses aussi. Très difficile à travailler à cause de la... Mais vous avez aussi des écologistes de service qui en plus en rajoutent une couche aujourd'hui, si j'ai bien compris, et qui amènent à cette aberration écologique justement. Donc ce qui est fou, c'est que ça vienne d'eux, mais enfin bon, plus rien ne nous étonne de leur part. C'est-à-dire qu'ils veulent inciter à importer plus. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme on rend la production extrêmement difficile au niveau des... Moi, je suis un des premiers défenseurs, alors ça peut paraître bizarre, mais je suis un des premiers de par mon parcours, mais je suis un des premiers défenseurs des producteurs en Suisse et notamment aussi des agriculteurs. J'ai beaucoup d'amis, je viens de la ruralité en Suisse, j'ai beaucoup d'amis qui sont des producteurs terriens, des petits propriétaires terriens producteurs, que ce soit des viticulteurs ou des éleveurs ou des maraîchers, des paysans. Et je suis le premier à les défendre parce que l'agriculture en Suisse est, à cause du coût de la main-d'œuvre, hein, qui est évidemment bien plus élevé qu'ailleurs, et la difficulté des terres à travailler, est ultra subventionnée. C'est ce qui interdit en fait tout traité, alliance, rentrer dans l'Union européenne, parce que l'Union européenne interdit ça, puisqu'elle redistribue au niveau européen avec la PAC, etc. On va pas en parler aujourd'hui. Mais du coup, la Suisse n'aurait plus ce modèle de protection des agriculteurs. Si la Suisse rentre dans l'Europe, scénario horrible. La Suisse finit par, pour différentes pressions, scénarios, etc., rentrer dans l'Europe. Je vous le signe. En 5 ans, il n'y a plus un seul agriculteur en Suisse. Ou alors à la marge, dans des territoires juste pour faire genre. Que pense-t-il aujourd'hui, vous qui êtes allé un peu... D'abord, vous les connaissez, vous êtes allé les rencontrer, vous avez fait un reportage récemment. Quel est leur sentiment vis-à-vis de ce qui se passe en France, de notre crise agricole et de cette résistance agricole, d'ailleurs, qui n'est pas bien relayée par les médias, parce qu'elle continue? Ils sont totalement solidaires. Ils connaissent des problèmes différents, mais des problèmes qui peuvent également se rejoindre au niveau des thématiques. Et ils sont totalement solidaires parce qu'ils aimeraient être payés le juste prix pour leur production. Et surtout, et ça c'est un cri qui rejoignent, c'est qu'en Suisse, ils aimeraient avoir une labellisation. C'est la première revendication des agriculteurs suisses. C'est pas forcément celle des Français, mais c'est encore autre chose. La première revendication des agriculteurs suisses, c'est nous aimerions, je les cite, nous aimerions avoir étiqueté en gros la provenance des produits pour que on puisse importer des produits, mais que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause. Et là, justement, le patriotisme tatillon des Suisses aura un effet économique. Justement, sur cette tatillon. Mais ça, les marques peuvent le faire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Vous savez, aujourd'hui, j'ai rencontré... Non, mais elles ont beaucoup plus de marge. Juste avant, aujourd'hui, de nous voir, Nicolas, j'ai rencontré une marque française, d'ailleurs, je pense que j'en parlerai à la radio, qui, elle, note toutes les provenances, toutes les origines de ces produits. Elle fait du produit transformé, délicieux, très bien, très vertueux, mais elle marque toutes les provenances de ces produits. Et, voyez, et même si c'est pas français, comme ça, elle le dit. Et ça, je trouve ça remarquable parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Voilà, c'est ça l'éthique aussi. Oui, et les agriculteurs suisses demandent ça parce qu'ils disent c'est bien beau qu'on soit subventionné par la Confédération, etc. Mais si c'est pour produire à perte, nous, on perd notre identité, on n'a pas de plaisir à travailler. On se trouve aujourd'hui à certains agriculteurs qui ont plus de 50% de leur salaire, alors que c'est des métiers très difficiles, hein. On le sait très bien ici, et c'est pas des salaires énormes, mais plus de la moitié de leur salaire proviennent de subventions. Et dit, nous, alors c'est très bien, mais nous, on aimerait pouvoir vivre de notre métier et arrêter de jeter nos productions à la poubelle. Ce qui arrive aussi. Ah bon ? Mais oui, mais bien entendu, parce qu'ils doivent respecter un certain nombre de normes, et donc du coup ils doivent planter des fois à certaines dates ou certains machins, et en fait ils n'ont rien à récolter, parce que c'est en période de sécheresse, rien ne pousse et il n'y a rien à récolter. Et tout ce travail doit être mis, alors ils survivent grâce aux subventions, mais tout ce travail est mis à la poubelle.
Et c'est un drame pour des gens qui sont encore le sang du pays. Les agriculteurs, comme les instituteurs, les médecins, c'est le sang de la nation. Mais pourtant, vous êtes un des pays, enfin en tout cas par rapport à la France, c'est un pays qui est un de ceux qui protège le plus, qui est un des plus protecteurs envers sa propre production. Hein. Mais oui, mais si cette protection n'existait pas, les agriculteurs disparaîtraient. Et c'est quelque chose de terrible. Et la solution ? Revenir à moins de bureaucratie pour les agriculteurs. Chez vous aussi. Beaucoup. Ah oui. Ils ont une double journée chez les agriculteurs. Ils ont la journée au champ, la journée, et le soir au bureau. Ah bah nous aussi. Oui, mais en France. Mais ils ont ça aussi. Mais je pensais qu'en Suisse c'était moins que le fait. Non, parce que les normes se rajoutent aux normes, les normes se rajoutent aux normes, les normes se rajoutent aux normes. Et la maison qui rend fou, c'était moins, dont je parle dans mon livre, là aussi, la maison était moins important. Non, parce que justement sur cet aspect respect moins des normes d'étages dans la maison. Parce que justement pour pouvoir survivre et toucher les subventions, il faut un certain nombre de normes. Et aujourd'hui, ça devient quasiment impossible pour eux, quoi. Ouais. Alors dans la production, on pense au fromage. Alors c'est surtout des éleveurs, des producteurs de fromage, c'est ça ? Oui, et pourtant le premier produit suisse le premier produit d'export agricole en Suisse, c'est le café. Oui, alors qu'on ne produit pas une seule graine de café. Mais simplement, comme on est le pays de la logistique, les principaux producteurs de café, notamment de capsules, Nescafé et compagnie, produisent en Suisse. Vous le torréfiez aussi, quand même. Pas forcément toujours. Vous conditionnez. Pas forcément toujours. Enfin, je crois qu'il est quand même un peu traité, le café. Enfin, voilà. Mais ça a été dans le développement économique de la Suisse, le café et le chocolat, parce que vous n'avez pas non plus de fèves de cacao. On produit 0 fèves de cacao et de café. Évidemment. Et ça, pourtant, c'était vraiment les deux pôles qui ont fait marcher le commerce et pour lesquels vous êtes archi connu, quoi. Oui, avec ce monsieur Suchard, on ne sait pas forcément qu'il était de Neuchâtel. Et monsieur Henri Nestlé Philippe de Vevey. Suchard, ouais. Et monsieur Henri Nestlé de Vevey qui a inventé le lait en poudre. Oui, voilà. Alors, par le lait en poudre, vous avez le groupe Nestlé. Bon, on ne dira pas non plus. Alors ça. Grand mal dessus, parce que malheureusement, j'ai eu des témoignages de par mon métier. Bref, mais en tout cas, malheureusement, je dirais malheureusement, parce qu'on aimerait parfois que les industriels soient plus vertueux et on se demande pourquoi ils refusent de l'être, parce que l'amour du travail bien fait. La thune. Surtout quand on fait des produits pour les enfants et notamment les bébés. Mais enfin, toujours est-il que, oui, le fameux lait en poudre, donc le fameux lait pour les bébés, et puis après, il y a aussi le lait en poudre qu'on peut acheter dans le commerce pour les adultes, vient de Suisse. Ça, c'est très amusant. Donc, en fait, on n'a pas de ressources, mais on a des idées, un peu comme chez nous. Mais c'est totalement la définition de la Suisse moderne. C'est le café, le chocolat. On va les transformer et les vendre avec la valeur ajoutée. Et puis, et donc, on entre dans la guerre en fait, économique, enfin, dans le marché, avec ça. Donc, beaucoup d'idées, de volonté. Je trouve ça incroyable, cette histoire du chocolat, moi, en Suisse. Et de l'industrie. Du lait, de l'industrie. Ah oui, ça, c'est quand même... ouais. Et l'œnologie, parce qu'on a parmi les vins les plus primés au monde. Alors que je connais mal, mais je referai une émission, si vous voulez, Nicolas, cette fois-ci, avec... J'aimerais beaucoup, parce qu'on m'a vanté, j'ai d'autres amis suisses qui m'ont vanté certains vins. La qualité du vin est extraordinaire. La qualité du vin, mais alors il est cher aussi. Tout est cher en Suisse. Oui, c'est ça. En fait, les vacances en Suisse, il faut oublier si on est français, parce qu'à moins d'être invité. Ou d'être riche. Ou d'être riche, voilà. Mais d'ailleurs, c'est amusant de voir comment les certaines stations françaises, par exemple comme EGEF, se sont construites pour faire concurrence, entre guillemets, à la Suisse, et pour que nous, on ait notre petite Suisse, faire concurrence à Saint-Moritz, etc. Mais les Suisses pauvres vont skier en France, c'est moins cher. Voilà. Mais nous, notre station suisse chic de France, c'est par exemple EGEF, vous voyez. Donc, voilà. C'est très amusant. Et puis, on a... voilà, donc le vin, dont on parlera une autre fois, parce que c'est un vrai sujet en soi. Et on ne se douterait pas qu'il y ait de si grands vins, de vins de telle qualité. Et puis, moi, j'avais envie de parler juste d'un homme pour les montres, parce que les Swatch... C'est suisse. Eh oui. Et c'est tellement pratique, je veux dire. Et qu'il y avait un homme qui est né en 63, donc il est toujours de ce monde, Dieu merci, qui s'appelle Elmar Mock.
Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est pour moi un exemple. Moi, j'ai une admiration sans borne pour cet homme qui a été dyslexique, qui a fait un parcours d'échecs à répétition scolaire épouvantable pendant 11 ans. Donc, il vient d'une mère valaisanne, d'un père autrichien, et ça a été terrible, hein, le début de vie. Et en fait, cet homme est un des plus grands inventeurs de la Suisse aujourd'hui. C'est le père de la Swatch, hein, quand même incroyable. Personne n'aurait parié sur lui, hein. Voilà. Et donc, à la fin des années 70, il va rentrer au sein d'une équipe d'ingénieurs et il va aimer le travail collectif. Et puis, il va développer une technique de soudage par ultrasons qui va servir au bracelet de la montre Swatch. Alors ça, c'est une révolution dans le monde de l'horlogerie. Et ça va donner naissance à la nouvelle génération des montres analogiques, etc. Mais il va donner aussi naissance à la société Kraolic. Je ne sais pas si vous la connaissez. Avec des technologies innovantes et toutes sortes de choses, les lave-mains économes en eau, des applications, parce qu'il y a 1000 applications, hein, son invention pour la chirurgie osseuse, etc. Donc cet homme, il est absolument épatant. Et vous voyez, c'est toujours ce Suisse, moi je trouve que c'est un modèle de Suisse d'aujourd'hui. Mais c'est ça la principale richesse de la Suisse aujourd'hui, c'est ce genre d'entreprise. Oui. Et en plus, il est d'une humilité, cet homme, il est complètement incroyable, quoi. J'ai un autre Suisse très connu pour vous, très innovant. Louis Chevrolet. Ah. Louis Chevrolet, qui s'est expatrié aux États-Unis pour créer les voitures Chevrolet, ingénieur mécanique de son état, était originaire du Jura suisse. Donc ça vous donne envie de rentrer dans l'Union européenne. J'espère que beaucoup de Suisses pourront écouter cette chronique qui pourra peut-être un peu les réveiller. On peut finir puisqu'on très bon chroniqueur. Oui, très bon chroniqueur. C'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. C'est pour ça. Il est loin, mais voilà, on y tient. Je voudrais juste dire que au chapitre des bonnes nouvelles, vous avez quand même 700 000 PME en Suisse. Hein. Vivantes. Nous, les nôtres, on a tenté de les assassiner au moment du Covid, vous savez, avec le PGE, et on en a des centaines de milliers, 300 000 qui risquent de mettre la clé sous la porte. Donc j'espère que les vôtres seront plus... On a une PME pour 6 actifs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire au niveau du chiffre. C'est incroyable et c'est ce qui fait la richesse de notre pays, hein, qui est composé au niveau entrepreneurial à peut-être 90% par des PME. Et peut-être 1% de très grandes entreprises, comme on a cité, hein, Nestlé, l'horlogerie, etc. Et alors, on n'a pas parlé de l'énergie, hein, le nerf de la guerre, hein, pas d'énergie, pas d'économie viable, hein, toute notre problématique, artificiellement, évidemment, créée. Et donc, vous êtes un pays du nucléaire également, de l'hydraulique, du nucléaire. L'hydroélectrique. L'hydroélectrique. Et donc, pour l'instant... Quel est le coût de l'énergie chez vous ? Pour l'instant, il reste relativement stable, mais en fait, les besoins en électricité augmentent avec l'augmentation, justement, avec l'augmentation de la démographie et l'augmentation de la population et l'électrification. La voiture électrique notamment ayant un certain succès en Suisse, à mon grand regret malheureusement. Et donc du coup, les demandes en électricité augmentant, la capacité en barrage est quasiment à 100%. Et donc du coup, l'électricité en plus doit se faire à grand coût, soit d'énergie renouvelable, avec tous les problèmes que ça pose, et évidemment potentiellement des centrales à gaz. Et ça, on sait quel est le problème. Ah oui, d'accord. Bon, il faudra lire le chapitre. Hein. Oui, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Très intéressant. Non, mais très intéressant parce qu'il y a quand même des réponses données par Jean-Christophe de Mestral, c'est ça ? Extraordinaire. Extraordinaire, Jean-Christophe de Mestral. Il développe l'énergie nucléaire en Suisse. Donc, il y a peut-être un développement à faire en Suisse actuellement aussi. Oui, alors la Suisse est un des pays de pointe qui travaille sur le nucléaire de 4e génération, notamment avec des ingénieurs du CERN, vu que le CERN est situé sous la région genevoise. Et je suis très heureuse de voir que vous parlez du thorium. Voilà, qui est c'est du nucléaire de 4e génération, tout à fait. Voilà, oui. Donc les auditeurs iront voir tout ça. Hein, vous aussi, hein, Ludovic, vous irez voir tout ça aussi. Hein. Oui, bien sûr. Même de Belgique, hein, découplage. J'ai entendu parler, le thorium est une référence que j'avais déjà notée. Thorium Mestral, c'est dans mes notes, donc j'avais l'intention d'y.
Eh ben merci Ludovic, merci. Donc Nicolas Desprats, Merci Découplage beaucoup. et Désenclavement aux éditions Perspective Libre. Et vous savez, chers auditeurs, que vous pouvez d'ores et déjà réserver votre 16 juin pour la grande journée autonomiste que j'organise, Grande fête de l'autonomie. notamment avec le Cercle Aristote. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.